Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour poursuivre la série sur les personnages intérieurs avec le personnage du perfectionniste. Donc toujours quatre parties pour cette vidéo comme pour les précédentes. D'ailleurs je vous invite à aller voir les précédentes si vous ne les avez pas visionnées. Donc première étape, on va un petit peu brosser un portrait de ce personnage. Ensuite, dans la deuxième partie, on va s'intéresser à, à la manière dont ce personnage s'installe en nous et la manière dont il se maintient. Troisième étape, quelles sont les perspectives d'évolution. Et quatrième partie de la vidéo, on verra des conseils pour sortir de son emprise. Alors, on va tout de suite commencer avec le portrait de ce personnage du perfectionniste. Alors déjà, ce personnage, quand il a une emprise sur nous, quels sont les comportements qui nous poussent à adopter? Donc j'ai recensé 5 comportements notables. Alors le premier comportement, c'est d'avoir une forte tendance à être dans la critique de soi, des autres, du monde, et ça va avec des exigences que l'on pose sur soi, sur les autres, sur son environnement. Donc souvent ces exigences, on les retrouve dans toutes les sphères de la vie de la personne qui est sous l'emprise d'un personnage perfectionniste. Ensuite, un deuxième comportement, c'est d'avoir des difficultés quand on est sous son emprise à s'autoriser la détente. On va vouloir utiliser notre temps libre à faire des choses sérieuses, à faire des choses utiles, à faire des choses productives, parce qu'on a l'impression qu'il y a urgence en fait à améliorer les choses, à améliorer le monde, à s'améliorer, etc. Et que c'est trop sérieux pour pouvoir prendre le temps de se reposer et de s'amuser. Un troisième comportement qu'on retrouve chez les personnes qui sont sous son emprise, c'est une tendance à vouloir avoir raison et à pouvoir se perdre dans des débats interminables, dans des argumentations sans fin pour prouver que l'on a raison parce qu'on a l'impression que on a la vérité et que les autres ont tort. Ça c'est assez courant. Un quatrième comportement qui peut faire penser qu'on est sous l'emprise du perfectionniste, c'est d'avoir une tendance à bouder ou à devenir mutique. Souvent c'est parce qu'il y a de la colère qui est refoulée et donc on boude en fait, hein, on se met dans son coin, on se coupe de l'autre plutôt que d'exprimer cette colère. Et un dernier comportement qu'on peut évoquer, c'est en fait la tendance à l'isolement finalement, parce que pour nous, personne n'est à la hauteur de nos exigences. Elles sont tellement élevées qu'elles sont impossibles à satisfaire, et donc on peut avoir tendance à certains moments, quand on est sous l'emprise de ce personnage, à préférer être seul que, entre guillemets, mal accompagné, ou en tout cas accompagné par des personnes qui ne sont pas à la hauteur de nos exigences. Donc voilà un petit peu pour les comportements d'auto-sabotage que l'on peut adopter sous l'emprise du perfectionniste. Maintenant, quel est l'impact de tout ça sur nos vies? Alors déjà, sur le plan simplement physique, les personnes qui sont sous son emprise souvent sont très irritables et très tendues physiquement. Beaucoup de tensions musculaires au niveau de la nuque, du cou, des épaules. Souvent ces personnes peuvent même avoir une posture assez rigide, hein, mais pas forcément. En tout cas, souvent il y a des douleurs, hein, parce que au niveau du dos, notamment de la colonne aussi, parce qu'il y a beaucoup d'obligations que ces personnes s'imposent sous l'effet de ce personnage, et que c'est lourd en fait tout ça à porter, tout simplement. Et puis aussi parce qu'il y a une colère intérieure qui justement reste à l'intérieur et n'est pas exprimée, n'est pas extériorisée, et qui conduit à des tensions musculaires, à des crispations dans tout le corps. Donc on a vraiment souvent des douleurs musculaires, des tensions fortes. Ensuite, au niveau émotionnel, alors on retrouve cette rigidité physique au niveau émotionnel, qui peut notamment s'accompagner de comportements obsessionnels,
Alors parfois on est plutôt dans le versant compulsion que dans le versant obsession. Donc plutôt que d'avoir des comportements de type TOC, on va avoir des comportements de perte de contrôle qui vont être associés à de la culpabilité. Donc ça peut être par exemple être dans un régime assez strict et puis faire une entorse et se laisser complètement aller et éprouver énormément de culpabilité parce qu'on s'est laissé aller. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les personnes qui sont sous l'emprise de ce personnage du perfectionniste. Ensuite, au niveau émotionnel, on a aussi beaucoup d'insatisfaction, de frustration, d'anxiété, d'amertume, et tout ça peut se transformer avec le temps en dépression. Il y a aussi cette colère refoulée qu'on a déjà évoquée, qui peut aussi favoriser l'installation d'épisodes dépressifs. Et puis, chez ces personnes-là, en fait, il y a aussi également beaucoup de doutes de soi et aussi de ressentiment envers les autres. Et tout ça peut aussi aboutir à un vrai sentiment de solitude, de découragement, de déconnexion. Et ça aussi, hein, ça favorise énormément la dépression. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez courant chez les personnes qui sont sous l'emprise de ce personnage de perfectionniste, de vivre des épisodes dépressifs au cours de la vie. Maintenant, au niveau mental, purement mental, alors là, on va avoir beaucoup de pensées autour du contrôle de soi, autour de la nécessité de faire les choses bien, de faire les choses correctement, et donc aussi d'avoir des difficultés finalement à être à la hauteur, hein, parce que entre l'idéal de perfection que l'on a en tête et la réalité, souvent il y a vraiment un gros décalage, c'est normal. Nous sommes des êtres humains. Donc on va avoir beaucoup pensé d'autocritique, de jugement de soi, parfois ça peut aller jusqu'à de la haine de soi. Et puis aussi une difficulté à se positionner, à faire des choix, parce qu'on a très peur d'être dans l'erreur, de prendre la mauvaise décision. Et donc il peut y avoir aussi de la procrastination, de la difficulté à s'engager dans les choses parce qu'il y a cette peur-là de l'erreur, de ne pas être sur le droit chemin en quelque sorte qui peut se manifester. Donc voilà pour le côté plus mental. Et on va terminer par le côté relationnel. Alors sur le plan relationnel, souvent chez les personnes qui sont sous l'emprise du perfectionniste, on retrouve une forte sensibilité à la critique, hein, parce qu'il y a cet idéal de perfection qui est très présent, donc la moindre critique, le moindre jugement va être très mal vécu. On a aussi une propension à vouloir à tout prix faire des choses utiles, efficaces, sérieuses, et donc on a du mal à se détendre dans les relations, ce qui peut avoir un impact négatif sur certaines relations. Et puis, bien sûr, ça j'ai déjà évoqué juste avant, une tendance à se replier sur soi parce que les autres finalement ne répondent pas à nos attentes. Voilà, donc il y a sûrement d'autres impacts, hein, sur nos vies de ce personnage, mais voilà pour les principaux. On va passer à la deuxième partie maintenant. Alors, comment se crée ce personnage du perfectionniste ? Pourquoi il est là en nous ? Alors, souvent, ce personnage se met en place dans l'enfance, lorsque l'enfant est très critiqué par les autres. Donc, il en déduit que pour ne plus être critiqué, il doit être parfait. Ça peut aussi être un enfant qui vit dans un environnement chaotique et qui a besoin finalement d'être parfait pour créer un certain ordre dans sa vie et dans son environnement. Donc, dans tous les cas, ça se manifeste très vite par des idéaux élevés, par un sens souvent très présent dès l'enfance d'une certaine forme de mission, ou en tout cas un travail, une œuvre, quelque chose de particulier à effectuer dans sa vie.
Et en fait, tout ça, ça a pour objectif d'améliorer le monde, de rendre le monde meilleur. Donc, quand on est dans cet état d'esprit, on est focalisé surtout sur les règles, sur ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, le bien, le mal, etc. Mais ce n'est pas pour être moralisateur ou moralisatrice, mais c'est vraiment dans cette idée d'amélioration du monde et d'amélioration de soi également. Alors, le mécanisme de défense qui se met en place chez cet enfant, c'est comment dire, l'évitement des erreurs en fait, la peur de faire des erreurs. Donc la volonté voilà, de faire les choses parfaitement et d'éviter à tout prix les erreurs, parce que faire une erreur, ça veut dire aller à l'encontre de cet idéal de perfection. Alors chez ce personnage du perfectionniste, il y a un certain nombre de croyances, des croyances qui vont être nourries au fur et à mesure de la vie de la personne et qui vont, grâce au biais cognitif, s'auto-entretenir et renforcer encore plus ce personnage du perfectionniste. Je vais vous donner quelques-unes de ces croyances. Il y a une seule bonne façon de faire. Le pire dans la vie, c'est de se mettre en colère. Je sais ce qui est juste. Les autres sont laxistes. Je ne dois pas faire d'erreur. Et soit on fait les choses parfaitement, soit on ne les fait pas du tout. Donc ça, ce sont des croyances qui sont vraiment assez classiques chez les personnes qui ont un personnage perfectionniste qui prend de la place. Hein. Et alors quand ce personnage se sent attaqué, il va se justifier avec des phrases comme celle-ci. Donc c'est normal de se contrôler, c'est normal de faire son devoir, c'est normal de bien travailler, de travailler dur, etc. Donc il y a une question de norme qui est assez prégnante chez ce personnage. Maintenant qu'on a vu comment naissait ce personnage, comment il se maintenait, quelles sont les perspectives d'évolution ? Alors, comme d'habitude, on va avoir deux axes. Hein. Le premier axe, c'est qu'est-ce qui se passe quand on commence à se détacher de ce personnage et à emprunter uniquement ses forces. Et deuxième axe, comment est-ce qu'on peut arriver à transcender finalement ce personnage et à revenir à notre essence. Alors, concernant les forces que l'on peut emprunter à ce personnage, alors comme tous les personnages, hein, le perfectionniste a de très grandes forces. C'est la capacité notamment à respecter une éthique, des principes, à être responsable, à rester fidèle à des idéaux. Le perfectionniste, il est aussi capable d'apporter de l'ordre, de l'organisation, de la méthode, de la rigueur. Il nous permet d'être ponctuel, d'être sérieux. Il nous donne une capacité à nous autodiscipliner, à nous mettre au service du collectif également. Et il nous pousse aussi à faire preuve de franchise et d'honnêteté, de droiture. Voilà, donc ça sont des forces que l'on peut emprunter à ce personnage quand on commence à ouvrir les yeux sur sa présence et sur sa nature. Et maintenant, quand on arrive à complètement se libérer de ce personnage et à revenir à qui nous sommes vraiment, tout simplement, cette colère intérieure va se transformer en sérénité, l'impatience va se transformer en patience, la rancœur va laisser place à de l'appréciation, notre propension à la critique va laisser place à la tolérance. On va arrêter d'être rigide et d'être dans le contrôle de soi, mais au contraire, on va se montrer ouvert, on va pouvoir agir de façon spontanée. Et puis plutôt que d'être attaché aux règles, on va faire preuve de discernement, tout simplement. Donc un beau programme en perspective. Et comment on fait pour arriver à tout ça ? Alors on en arrive à la dernière partie, les conseils. Donc si vous vous sentez concerné par cette vidéo, je pense que nous sommes beaucoup à être sous l'emprise de ce personnage du perfectionniste sur cette chaîne. Donc déjà, pas de panique et ne vous jugez pas, première étape. Mais la première chose à faire, comme d'habitude,
ça va être de vous observer, de prendre conscience de vos schémas. Et à chaque fois que vous voyez en train d'agir sous l'emprise de ce personnage, par exemple, vous voyez en train d'adopter des comportements que j'ai évoqués au début de la vidéo ou de croire fermement à des croyances que j'ai évoquées aussi juste avant. Là, l'idée, ça va être vraiment de revenir au moment présent, de sortir de ce mental finalement qui est nourri par le personnage et de revenir au corps, de revenir à une encre dans le présent. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller visionner la vidéo sur la méditation que j'ai faite il y a quelques temps. Ça vous aidera. Donc voilà, c'est vraiment la première chose à faire. Ensuite, j'ai un certain nombre de conseils à vous proposer. Alors, il y en a pas mal, donc voilà, on y va. Alors, premier conseil, en fait, si vous observez, vous allez constater que dans la vie, il y a certaines choses qui ont besoin d'être faites parfaitement, mais que c'est une minorité. On peut considérer que 20% des choses méritent vraiment votre attention et méritent vraiment que vous les fassiez à la perfection, et 80% des choses n'ont pas besoin d'être faites parfaitement. Assez bien, c'est suffisant. Donc l'invitation ici, c'est quand vous avez une tâche à faire, de vous demander si cette tâche, elle appartient à ces 20% qui doivent être faits parfaitement ou à ces 80% pour lesquels il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la perfection. Ça va vraiment beaucoup vous soulager de vous rendre compte qu'en fait, il y a finalement une minorité de tâches qui ont besoin de toute votre attention. Ça va vous libérer. Donc ça, c'est un premier conseil que je vous propose d'expérimenter. Ensuite, un deuxième conseil, ça va être comme d'habitude de déconstruire les mensonges du personnage, et notamment le mensonge selon lequel la perfection va vous permettre d'atteindre le bonheur, la paix, etc. En fait, vous allez pouvoir prendre conscience que les imperfections sont normales et sont humaines, et que finalement ce qui va vous aider à être heureux et heureuse, c'est plutôt de rechercher l'harmonie que la perfection. Donc ça, je vous invite à méditer là-dessus, en tout cas vous pencher sur cette idée, et puis peut-être à l'adopter et à voir ce que ça peut changer dans votre vie. Troisième conseil que j'ai à vous proposer, c'est de prendre conscience du coût généré par tous ces jugements envers vous-même, envers les autres, envers le monde, en termes de tension, en termes de frustration, en termes de colère intériorisée, peut-être parfois en termes de moments où vous boudez et où vous coupez des autres. Enfin, ça peut être plein de choses, mais vraiment de mesurer l'impact de cette critique permanente, cette autocritique permanente également, pour déjà faire un pas de recul par rapport à ces mécanismes-là, sans culpabiliser, sans vous juger. Ça serait un peu un comble de vous juger, de juger. Là, l'idée, c'est simplement d'apprendre à observer sans juger, à simplement prendre conscience des choses telles qu'elles sont, sans considérer que c'est bien ou que c'est mal, mais juste regarder les choses pour pouvoir ensuite prendre un peu de recul et de hauteur par rapport à ça. Mais la première étape, c'est vraiment d'arriver à regarder les choses telles qu'elles sont, sans ajouter vos filtres, les filtres du personnage par-dessus. Le conseil suivant que j'ai à vous proposer, c'est tout simplement de partager vos émotions avec les autres, y compris la colère. Donc la colère quand vous la sentez, la frustration quand vous la sentez, partagez-la en fait. C'est humain de ressentir des émotions, et autorisez-vous à ressentir de la colère. Ça ne veut pas dire que vous devez hurler sur les gens et tout casser. Ça veut juste dire que, ok, reconnaître qu'il y a de la colère et qu'il y a de l'insatisfaction et qu'il y a de la frustration, c'est pas grave en fait. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais.
Ensuite, avant-dernier conseil, c'est de vous autoriser petit à petit à, écouter vos envies, plutôt que d'écouter vos petites phrases, les petites phrases du personnage en l'occurrence qui vous disent il faut, je dois, etc. C'est de vous demander de temps en temps, ok, bon, j'entends dans ma tête il faut faire ci, il faut faire ça, mais moi, de quoi j'ai envie là maintenant? Quel est l'élan qui me traverse? Ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire, vraiment à essayer d'expérimenter. Alors au début, ça peut être très très difficile. Peut-être que vous allez trouver un grand je ne sais pas, mais c'est pas grave, au moins vous aurez fait l'exercice et vous allez vous habituer progressivement à vous autoriser à vous demander ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Et avec le temps, ça va vous permettre de vous autoriser à vous faire plaisir. Et ça m'amène au dernier petit conseil. Le dernier conseil que j'ai à vous proposer, c'est d'explorer des activités sans jugement. Donc des activités pour lesquelles ça va être plus facile pour vous de mettre votre jugement de côté au début. Ça sera plus simple pour vous de commencer. Donc ça peut être des activités physiques, des activités artistiques par exemple. Peu importe, mais l'idée ici c'est vraiment d'expérimenter une activité sans avoir aucune attente en fait par rapport à un résultat quelconque. Donc vraiment être dans un esprit de découverte et de jeu en fait, retrouver cette dimension ludique pour sortir du sérieux permanent auquel le personnage du perfectionniste peut vous conduire. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous aideront. Et maintenant, je vais vous proposer aussi quelques conseils si vous voulez aider vos proches qui sont sous l'emprise de ce personnage du perfectionniste. Alors, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. Le premier conseil, c'est toujours d'abord de prendre soin de vous et de vérifier que vous-même, vous n'êtes pas sous l'emprise d'un personnage. Vous ne pouvez pas aider l'autre si vous êtes vous-même piégé en fait par vos propres schémas, vos propres personnages intérieurs. Donc d'abord, assurez-vous de ça. Et une fois que vous êtes sûr d'être en capacité d'aider l'autre, j'ai trois petits conseils à vous proposer. Alors le premier conseil, c'est de répéter encore et encore à la personne que vous l'aimez avec ses imperfections pour qu'elle puisse prendre conscience que l'amour ne dépend pas d'un résultat à atteindre, d'une perfection à atteindre, et que vous n'avez pas d'attente envers elle, que vous l'aimez telle qu'elle est. Voilà, c'est vraiment le premier conseil qui peut être très salvateur et très transformateur. Deuxième petit conseil, c'est peut-être dans votre discours d'aider la personne à prendre conscience de ce qui va déjà, ce qui est correct, même en fonction de son cadre de référence à elle. C'est de voir que ok, tout n'est pas parfait peut-être, mais il y a tellement de choses qui vont bien et qui sont exactement telles qu'elle veut qu'elles soient en fait, déjà. Donc ça c'est assez intéressant aussi pour rééquilibrer le regard de la personne. Et dernier petit conseil, c'est tout simplement de l'aider à se détendre et à s'amuser, donc simplement en lui faisant des propositions, et puis vous-même en étant détendu, en étant dans la joie, dans un côté ludique, ça peut aider cette personne aussi à se dérider, à sortir de son sérieux, au moins momentanément. Voilà pour ces conseils. Je vous remercie de votre attention. J'espère que tout ça vous aide. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me contacter, à prendre rendez-vous si vous avez besoin d'un accompagnement ou si ça vous appelle. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.